Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Sam Boulay-Grimard. Mon Sam, comment ça va? Très très bien, très très bien. Très bien ou très très bien? Très 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 bien. Wow. Je sais C'est pourquoi tu vas bien très très comme bien. satisfait, bien, je suis... Bien comme les Alouettes au mois de novembre l'année 2023. Ouais, parce que là, moi j'ai replongé dans des vidéos, là, tu sais, c'est ma job, là, mais tu sais, je replonge dans les vidéos, puis là, 2000, tu sais, fallait que je fournisse un peu d'images de la conquête et tout ce que j'avais filmé à une certaine production que tu connais. Puis là, j'ai écouté un peu ce qu'ils ont fait, puis j'ai fait oh, ok, ça va être bon ça. Et là, je parle bien de la série qui va être présentée à Nouvel TVA envol. sur les Alouettes. Nouvelle envol, puis là, mon gars, je suis excité. Je suis excité pour les gens qui vont voir ça. OK. So, on enregistre ça jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Puis ce matin, on a fait... c'est-tu le dévoilement? Comment je peux appeler ça? Visionnement de presse. Le visionnement de presse du documentaire qui a été produit par un groupe qui s'appelle Fair Play. C'est un groupe très professionnel qui travaille de très près avec TVA. Et j'ai quote-tweeté les Alouettes, un tweet des Alouettes ce matin. Puis, donc, juste pour ceux qui sont pas au courant, c'est une compagnie de prod qui est arrivée, il a suivi le club depuis la mi-septembre. Début septembre. Début septembre. C'était pas idéal parce qu'on venait de perdre un troisième match de suite la première journée qu'ils sont arrivés. Puis là, on a perdu la prochaine game aussi. Donc, tu sais, eux autres, je veux pas dire qu'ils étaient dans nos pattes, là, parce qu'on c'était voulu. Là, c'est nous autres qui ont décidé de les avoir dans l'entourage de l'équipe. Mais tu sais, quand tu perds 4 de suite, là, c'est tough de faire un documentaire dans les coulisses. Mais là, tout d'un coup, là, on gagne la semaine du 23 à Calgary. Là, on commence à gagner, on gagne. OK, tu finis la saison avec 5 victoires de suite. Puis là, tout d'un coup, OK, tu gagnes la demi-finale de l'Est. Puis là, tu t'en vas à Toronto. Puis eux autres, ils nous suivent tout le long. Là. Puis là, tu es en train de battre les Argos. Puis tu te dis, OK, le timing est quand même incroyable. C'est intéressant. Intéressant. Puis donc, ils ont 4 épisodes dans les coulisses d'une demi-heure chaque qui vont être diffusés sur TVA Sport et TVA. Sur TVA Sport, ça va être, j'ai les dates ici, ça va être le 6. Premier épisode, ça va être le 6 avril. Samedi soir à TVA Sport. Et à TVA, ça va être jeudi le 11 avril. Donc, c'est 4 épisodes. Ils vont être de retour pour le camp d'entraînement. Il va y avoir un autre 4 épisodes qui vont être diffusés à l'automne. Moi, sur Twitter ce matin, Sam, j'ai tweeté. Et encore une fois, je dis pas ça parce que je faisais partie arrière-scène du documentaire, puis c'est pour les Alouettes. Moi, je pense que c'est la meilleure pièce de contenu qui a été faite à l'externe dans l'histoire de la Ligue canadienne de football. 100%. 100%, moi, je l'ai écrit là, justement ce matin sur Twitter, puis j'ai dit, ça, je me suis plus comment je l'ai formulé, là, mais j'ai dit, cette série-là, là, c'est un des plus grands contenus de la télé sportive québécoise des dernières années. 100%. Sérieusement, là, cette docu-série va être marquante. Oui. Puis, je sais que la majorité de nos auditeurs, la majorité de nos auditeurs, c'est des fanatiques de football, des Alouettes, mais tu sais, mettons que tu écoutes ça avec ton chum ou ta blonde, puis ils sont pas fans de football du tout, je pense que ça va leur intéresser aussi parce que oui, c'est sûr qu'ils vont suivre le day-to-day d'une équipe de football, donc le focus va être le football, mais le focus n'est pas vraiment le football. Le focus, c'est plus les personnages. Donc, dans les 4 premiers épisodes, je pense que je peux le dire, là, je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais ils vont suivre de près Luc Brodeur-Jourdain dans sa vie personnelle,
Marc-Antoine Dequoy, Alex Gagné, Byron Archambault. Tu as plusieurs personnes que tu vas connaître le personnage Le dans leur vie coach. privée. C'est ça, exact. Le coach dans leur vie privée. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et comme j'ai dit, moi, je pense que le documentaire que tu as fait, ton one-man show que tu as fait à la Coupe Grey, ça, c'était élite, c'était de haut niveau, mais ça, c'est production à l'interne de l'équipe. Mais pour une production à l'externe, je pense que eux autres, ils sont au même niveau que toi, que de ce que tu as fait, ce qu'on avait diffusé euh, au, euh, la semaine. C'était quoi, au mois de décembre? Qu'on avait diffusé à TVA Sport ou janvier? Non, non, janvier, début Au janvier. mois de janvier. Mais évidemment, toi, tu étais un one-man show. Eux autres, c'est toute une équipe. Donc, le niveau de production est différent, mais c'est quand même tout un gros travail, là. Donc, moi, en tant que fan des Alouettes, je suis gâté pourri parce que il y a ton documentaire à toi qui était 15 sur 10. Puis là, j'ai un autre, une 4 épisodes d'un autre documentaire qui est 15 sur 10 aussi. Donc, euh, Ben, c'est les fans qui sont gagnants. 100%. Puis je me considère fan, donc je me trouve gagnant. C'est un gagnant-gagnant. Win-win, hein? Ouais. Mais j'ai vu les 4 épisodes, je sais que tu les as vus aussi. Euh, je pense que moi, premièrement, il y a des parties où j'ai ri, il y a des parties où j'ai pleuré. Euh, Puis c'est juste, c'est des images vraiment captivantes. Ils réussissent à trouver l'émotion derrière les gars et derrière l'équipe. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment une belle série. Puis ça va jouer sur TVA puis TVA Sport. As-tu d'autres choses que tu voulais ajouter sur ça, mon Sam? Non, j'ai juste hâte de le réécouter. Parfait. Bon, aujourd'hui, notre invité très spécial, quelqu'un qui est vraiment comme personne. Tu sais, tu as le MVP, tu as le joueur le plus utile de la Ligue, ou la MOP, comme on appelle ça dans la Ligue canadienne de football. Mais le MOP, ou un des MOP dans l'entourage des Alouettes, c'est le préparateur physique P.O. Bro. Euh, c'est un employé modèle. Il connaît son métier, il connaît son domaine. C'est honnêtement un des personnes dans son rôle, c'est le préparateur physique élite à travers le pays. Dans le sport professionnel en Amérique du Nord, honnêtement, il est tellement bon. Puis il va joindre à nous. C'est un ancien Ouais. carabin. Donc, on va voir s'il y a des histoires drôles qui peut nous conter de Danny Machocha. Je Ouais. pense qu'il devrait en avoir une coupe. Mais on va parler à P.O. Bro dans les prochaines minutes. Mais avant qu'on passe à notre entrevue avec lui, est-ce que tu peux nous expliquer les forfaits différents, Sam? Puis je veux voir si tu vas faire la même erreur que tu as faite les dernières semaines. Les Le forfaits forfait, de billets. Vas-y, mon chum. 3 matchs, 5 matchs. Yes! Et le forfait flex. Eh oui. 3 forfaits. Incroyable. À vendre, en fait, à s'acheter, parce que c'est une expérience que tu vas t'acheter, puis c'est vraiment selon tes besoins, selon ce que tu veux vivre comme expérience, selon ce que tu veux voir comme football. Tu veux voir 3 matchs par année? OK. Tu veux voir 5 matchs par année? OK. Tu veux en voir un avec 9 de tes amis? OK, forfait flex. Je te laisse conclure, mais je pense que j'ai bien amorcé. Je parle à voix, mais j'ai bien amorcé ça. Absolument. Tu deviens émotif, man. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ouais, c'est des forfaits, relax. Les forfaits! Ouais, c'est gohousego.com. Vous pouvez acheter votre forfait dès maintenant. Puis, tu sais, nous autres, on n'est pas comme certaines autres équipes où tu achètes un forfait 3 matchs, puis c'est eux qui choisissent les 3 matchs. Ou 5 matchs, puis c'est eux qui choisissent les 5 matchs. C'est vraiment toi qui décides quel match te convient le plus. Donc, vous pouvez acheter vos billets présentement, gohousego.com. OK. Notre prochain invité est champion de la Coupe Vanier et champion de la Coupe Grey. Il est le préparateur physique des Alouettes de Montréal, Pierre-Olivier Brault. PO, comment ça va? Très bien, vous autres?
Content de vous parler. Ça fait un bout, là, depuis que mon bureau est en bas. J'ai moins d'interaction avec tout le monde du premier étage. Fait que c'est cool de pouvoir discuter un peu, là. Ouais, c'est ça. Nous autres, pour ceux qui ne savent pas, moi et Sam, notre bureau est on peut-tu appeler ça le Ouais, rez-de-chaussée du stade olympique? rez-de-chaussée si on veut, ouais. Ouais. Puis PO, c'est la grosse vedette du vestiaire des Alouettes, en fait. Puis lui, il est en bas. Puis, PO, c'est comme. Comment je peux dire ça, Sam? PO, c'est comme le Godfather du vestiaire des Alouettes. Là, Le parrain. c'est ça. Il n'y a personne qui sait que c'est le gros morceau en bas, mais le monde à l'interne le savent. C'est le gars le plus important en bas. C'est le pilier. Si tu descends au vestiaire, tu passes par PO, tu sais, automatiquement, mettons. 100%. Puis lui, il avouerait jamais ça. Mais moi, tu sais, si tu me donnes le choix, tu me dis, il faut que tu choisisses entre avoir pour la saison Cody Fajardo, Marc-Antoine Decoy, P.O. Lestage, Tyler Sneed, Tyson Philpott ou P.O. Bro. Moi, je prends P.O. Bro. On gagnera pas beaucoup de matchs, mais j'apprécie le compliment. On va avoir du fun puis on va être professionnel. Ouais. Non, mais P.O. pour vrai, comment ça va? Super bien. Écoute, on est pas mal dans le goal de dernier stretch là, avant la saison. Là. Tout le monde commence à être un peu, excuse-moi le terme, mais tanné de se voir, puis on a le goût d'embarquer sur le terrain. Fait que c'est tout le temps, c'est très, l'horizon est proche là, mais ça commence à accélérer là, les choses, je te dirais. Ok. On va embarquer dans le croustillant bientôt. Là. Je sais que tu as des belles histoires à nous raconter, des histoires drôles, mais parle-moi un peu de ce que le préparateur physique fait entre, mettons, ok, je dirais pas le 20 novembre, là, parce que c'est le jour après la Coupe Grey, mais mettons le 1er décembre, puis début mai, avant le camp d'entraînement. C'est quoi ton rôle au juste? C'est sûr, j'ai un rôle particulier, là, moi, par la quantité de trucs que je m'occupe, mais quand on parle spécifiquement de mon rôle de préparateur physique, là, c'est vraiment tout ce qui a trait à la performance. Puis ce concept-là, là, ça va toucher à la performance physique des joueurs, s'assurer qu'ils sont au meilleur de leur forme, les amener à un endroit où est-ce qu'ils n'étaient pas dans le passé, ou ramener leurs conditions à leur état optimal. Mais ça inclut aussi tous les autres aspects qui sont pas nécessairement juste l'entraînement, donc la planification de la nutrition pendant la saison, développement de capsules ou de trucs pour donner aux joueurs, pour les aider, les épauler dans la récupération aussi, planification du camp d'entraînement, planification de la cédule de pratique avec les entraîneurs, gestion aussi des blessures qu'il y a eu, toutes les chirurgies. T'sais, à chaque année, on a plusieurs gars qui ont des chirurgies à cause d'une blessure qu'ils ont eu pendant la saison. Là, en collaboration avec Tristan, avec l'équipe médicale, mais c'est de faire le pont entre les premières étapes de la récupération, du rehab, puis après ça, moi les reprendre dans le gym. Fait que ça touche pas mal à plusieurs aspects là, quand tu parles d'un rôle préparateur physique en particulier. Là. Et là, premièrement, ça va être ta combienième saison, là? 4e saison. 4e saison, ouais. Fait que t'es arrivé en 2020? Ouais, exact. 2020, là, dans le fond, il n'y a pas eu de saison, fait que 2021, c'est ta première? Ouais. 21, ouais, c'est ça. Puis comment 21, 22, 23, puis là, c'est saison 24, exact, ouais. C'est bon, on s'est compté. Ouais. Ben, c'est quoi qui t'a amené là, tu sais, je veux dire, au départ, là, le football, pourquoi le football? Toi, t'as joué au football avant, explique un peu ton cheminement, là. Ben écoute, j'ai commencé à jouer au football tardivement, là. Je te dirais que c'est pas nécessairement dans mes plans quand j'étais jeune, là. C'est plus ma gang d'amis là, au secondaire qui m'ont convaincu, fait que j'ai pas joué de pee-wee, j'ai pas joué de atome, de moustique, tout ça, là. J'ai commencé, je pense, en secondaire 4. J'avais d'autres aspirations sportives avant. Là, je faisais plus de plein air, du ski, des trucs comme ça. Fait que c'était pas nécessairement dans mon habitude de faire du sport d'équipe. Puis à partir de ce moment-là, ben j'ai juste développé une passion, puis une appréciation, puis un amour pour la collectivité, puis la collaboration en équipe de ce sport-là. J'avais pas les aspirations nécessairement initialement de travailler dans ce milieu-là. C'est un peu par défaut que c'est arrivé. Je dirais, j'étais capable de me rendre assez loin là en termes de niveau de foot, là. Pas nécessairement juste par mon talent, mais parce que j'aimais beaucoup m'entraîner, j'aimais la discipline, j'aimais ce que ça impliquait dans le fond. Puis c'est quand j'étais à l'université, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait ce potentiel-là d'en faire une carrière aussi. Fait que j'ai exploré les possibilités, j'ai mis en place certains trucs, j'ai fait de ma formation universitaire en kinésiologie, puis de fil en aiguille,
ma réputation a fait en sorte que j'ai eu certaines opportunités de rester comme coach quand ma carrière de joueur s'est terminée avec l'Université de Montréal. J'ai créé une relation avec Danny. Ça a été un mentor pour moi. Il va vraiment aider à évoluer rapidement là, comme professionnel. Puis quand il y a eu l'opportunité de prendre le poste de DG ici avec les Alouettes, ben il me l'a offert initialement. Fait que c'est de cette façon-là que j'ai eu ce poste-là. Puis je sais, en parlant à Danny, Sam, je sais que PO, tu sais, c'est une grande fierté pour lui. Là. Je sais qu'on niaisait au tout début, là, mais PO, c'est vraiment comme... c'est un gars... Il est underrated. T'sais, des fois, tu le vois à TV, mais tu le vois à TV souvent, mais c'est quelqu'un qui est très low profile. Mais il y a tellement un gros impact dans ce vestiaire-là. Puis la qualité du travail qu'il fait, c'est fou. Là. Pour moi, je connais plusieurs préparateurs physiques à travers la ligue. Puis pour moi, je dis pas ça parce que je travaille aux Alouettes puis que je connais PO. Mais pour moi, c'est le meilleur de la ligue. Puis dans plusieurs autres ligues, là, c'est... même hockey, soccer, n'importe où, là, moi, je mettrais PO pound for pound, il est dans le top, là, puis je dis ça sincèrement, aucun sarcasme, PO. En tant que joueur, tu as joué à quelle position, combien d'années à l'Université de Montréal, puis je veux que tu commences à réfléchir, je veux une drôle d'histoire sur Danny Maciocia à l'Université de Montréal. Oh my god, ok, c'est bon, j'en ai une en tête. Initialement, j'ai fait 1 an ou une session à l'Université Concordia quand j'ai quitté le cégep. J'ai réalisé que c'était pas un environnement pour moi, fait que j'ai fait un transfert en 2011, je crois, à l'Université de Montréal. Puis j'ai joué jusqu'en 2014. Donc, ma dernière année d'éligibilité ou de joueur était la conquête de la Coupe Vanier. 2014, ouais. Quelle position? Demi-défensif. Demi-défensif. Ouais, donc, tu as joué spécialement. Là. Ouais. Tu as joué avec Byron Archambault, par exemple, P.Y. Lavergne, Régis Sibassou était sur cette équipe-là. Aussi, ouais. Chagnon. Ouais. Il y en a d'autres? J'ai pensé. Ben, là, je mélange un peu, là, mais tu sais, quand dans mon parcours de coach, j'ai coaché avec Kerf, j'ai coaché avec Tyson Copeland aussi, Sean Thomas sur LinkedIn. La majorité des gars des Carabins qui ont été repêchés, j'ai collaboré avec eux là, dans les cycles de recrutement, dans le fond. OK, puis ton histoire drôle de Danny? Écoute, il faudrait que... Je sais pas si j'aurais le droit de partager cette photo-là, là, mais j'ai déjà vu Danny avoir occupé le rôle de voltige dans un stunt de cheerleading. Quoi? What? Ouais. Tu sais, la fille gymnaste, normalement, qui se fait lever par les bases dans un stunt de cheer, dans le fond. Je sais pas si tu es familier avec ce concept-là. Là. Quand ils lèvent quelqu'un sur leurs bras, là. Mais okay. Danny a déjà été levé par l'équipe de cheer de l'Université de Montréal. Puis il y a une photo qui existe de tout ça. OK, il y a une preuve. Oui. Mais il n'a pas signé pour ça. C'est quoi? C'était un tour ou? Non, c'est les filles de cheer faisaient leur journée d'initiation. Puis je pense qu'ils s'étaient donné ça comme défi. Puis ils se sont déplacés. C'était sur le campus de l'Université de Montréal, au CEPSA. Puis Danny était dans son bureau. Ils sont venus sur le terrain. Ils ont cogné. Ils ont demandé. Puis Danny a accepté. Puis s'est prêté au jeu. Est-ce que tu étais sur place ou tu as vu la photo seulement? J'ai la photo. Je l'ai. T'as la photo. Ouais. J'imagine, est-ce que... J'ai plein de questions, là. Je sais pas où aller avec ça parce que je m'attendais zéro à ça. Mais comment est-ce que tu embarques le coach dans... Est-ce qu'il a fallu qu'il soit convaincu ou il était game tout de suite? Un peu. Je pense qu'il s'est fait influencer parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il était comme, je pense, il devait être une trentaine de filles en même temps aussi, super excité, full intense. Il s'est fait prendre de cours. Il n'y avait pas beaucoup de témoins sur place. Fait que je pense que c'est ça qui a l'a peut-être convaincu de le faire. Là. Je pense pas qu'il aurait fait ça devant une salle com en ouverture d'un match, mettons, là, au homecoming, quelque chose de même, mais c'est ça. C'était pas coutume de Danny, mais je pense qu'il s'est fait prendre puis il avait juste le goût d'accepter puis de se prêter au jeu. Là. D'après moi, il s'est dit après plus jamais. Non! Mais tu vois, peut-être si la photo était sortie publiquement, ça aurait été différent, mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Mais là, un peu plus à partir de maintenant. Là. Ouais. Donc, t'es pas prêt à nous l'envoyer pour qu'on tweete ça, là? Ça dépend. Je peux le garder dans ma poche arrière si jamais il y a une situation particulière où il y a besoin de levier pour quelque chose. C'est ton joker. Ouais, si PO a une grosse augmentation l'année prochaine, je sais pourquoi. Ouais. Mais c'était quoi justement ta première rencontre ou ton premier contact avec Danny?
Mais tu sais, c'est moi quand j'ai transféré à l'Université de Montréal, c'est là que j'ai appris à le connaître. Je te dirais qu'initialement, j'ai plus travaillé avec Marco Iadeluca, puisque c'était Marco qui était en charge de tous les dossiers académiques. Fait que quand j'ai fait la demande de transfert, c'est avec lui que j'ai interagi. Puis je connaissais aussi très bien Antoine Pruneau, avec qui j'avais joué au Cégep de l'Université de Montréal. Fait que j'avais quelques personnes. Le milieu au football, c'est relativement petit, là. Fait qu'il y avait des noms que je connaissais, des personnes que j'avais côtoyées. Puis, tu sais, initialement, mes interactions étaient relativement limitées avec Danny parce que j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Donc, j'étais dans l'équipe, j'étais là parce que je contribuais positivement à l'environnement d'équipe. J'avais une opportunité peut-être de jouer éventuellement, mais tu sais, j'avais pas d'aspiration d'être partant, de faire une grosse différence de ce côté-là aussi. Tu sais, j'aimais le sport, j'aimais le milieu. Fait que tu sais, je jouais parce que j'aimais ça. Mais c'est plus tard, dans le fond, là, c'est à la fin que j'ai terminé. C'est là que j'ai commencé à avoir plus d'interactions. Puis c'est Danny qui m'a fait cette proposition-là initialement aussi. Tu sais, moi, c'était pas dans mes plans d'aller dans son bureau puis demander hey, donne-moi un job. Non, c'est quand j'ai terminé, probablement qu'il avait vu en moi un certain potentiel, puis il voulait tester quelque chose. Il m'a donné une opportunité. Puis à partir de là, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grandi à chaque année aussi là. Puis c'est vraiment après la première année là que là, c'est la relation de confiance a vraiment commencé à se bâtir là, exponentiellement. Je veux juste retourner sur Danny pour 30 secondes. Moi, j'ai entendu dire de sources très fiables, PO, que Danny aime la bonne bouffe. En tant qu'Italien, il sait c'est quoi de la bonne bouffe. J'ai entendu dire qu'à l'Université de Montréal, un certain joueur, peut-être qu'il est maraudeur, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait toujours de la bonne bouffe aux alentours de l'équipe. Souvent, il y avait de la lasagne disponible. Est-ce que tu peux confirmer ça? Puis est-ce que tu te souviens des fois où il y avait comme un spread incroyable? C'était-tu souvent? C'était-tu à tous les jours, 2 jours, une fois semaine? Comment ça fonctionnait? Écoute, ça faisait partie de la culture, là. Tu fais référence à une instance en particulier, je pense à la lasagne, là. Il y a un moment donné, on parle d'une lasagne à un moment qui a été considéré un moment atypique, si on veut, là, si je peux me permettre. Mais tu sais, ça vient s'ajouter au thème de famille que Danny, tu sais, apporte un peu partout où est-ce qu'il va, dans le fond, là. Puis tu sais, l'aspect communautaire, de passer du temps à l'extérieur, à l'extérieur du cadre, mettons, professionnel au travail aussi. Fait que, tu sais, il y avait des opportunités où est-ce qu'on faisait des jeudis, puis on amenait des vins, des fromages, des sandwichs, des choses comme ça aussi. Fait que Danny avait souvent, il faisait souvent un barbecue pour le staff au début de l'année, dans sa cour chez lui, qui était accompagné de bouffe super bonne aussi. Fait que ça a tout le temps fait partie, de notre quotidien, si on veut, là. T'as-tu déjà mangé de la lasagne le matin avant une game, avant de faire du sport, Sam? Non, jamais. Non, jamais. Pas une lasagne, là, des pâtes, là, mais pas une lasagne. T'étais-tu préparateur physique dans ce temps-là, PO? Ça doit Oui, être... j'étais là. OK, mais j'imagine que tu as traité du monde. Mais c'est plus c'est pas nécessairement toi qui traites, mais les crampes à 13h l'après-midi, ça doit être le fun quand tu manges la lasagne tôt le matin. Là. Ben, écoute, c'est parce que le problème avec ça, c'est que c'est pas tout le monde qui est habitué ou qui est dans cette palette-là le matin aussi. Fait que ça fait en sorte que il y a du monde qui ont pas bien mangé ce matin-là aussi. Fait qu'ils l'ont eu difficile en fin de journée, je te dirais. Le dernier repas était loin. Ton plus beau souvenir à l'Université de Montréal, j'imagine, c'était la Coupe Vanier. T'avais-tu un autre moment qui était spécial? Y a-tu une histoire à laquelle tu penses quand tu penses au championnat de la Coupe Vanier? Y a-tu une histoire que j'ai jamais entendue qui serait peut-être intéressante? Quelque chose qu'on sait pas? J'essaie de penser. Mais tu sais, ce moment-là, il est spécial pour moi mais un peu avec une perspective externe. Tu sais, quand tu le vis, des fois, tu as un peu des œillères puis tu réalises pas ce que ça représente. Mais à ce moment-là, tu sais, l'enjeu que ça représentait de battre Laval avec la séquence de victoires qu'il y avait à domicile, je veux dire, on réalisait pas nécessairement ce que ça impliquait non plus. C'est plus après, quand la poussière a retombé, que là, on a vraiment compris l'ampleur de ce qui venait d'arriver. Là. Fais attention parce que Sam, c'est un gars du Québec, hein? C'est un gars de Québec. Ouais. Donc, il est fier partisan du Rouge et Or. Là. Il voulait pas t'avoir en podcast. C'est moi qui ai forcé. À cause de ça. Ouais, à cause de ça. En 2014, j'ai eu de la misère à l'accepter, mais regarde, avec le temps, en côtoyant des anciens Carabins, je me rends compte que c'est du bien bon monde. Fait que ça s'accepte mieux, mais... Tu sais, c'est qui t'a marqué pendant ton parcours avec les Carabins? Tu parles de Danny, sûrement, là, mais y a-tu quelqu'un dans l'ombre ou un joueur qui a vraiment marqué ton passage avec les Carabins? Ben, je vais y aller, là.
je vais inclure mon passage comme coach aussi et comme joueur. Là, je te dirais Byron. On a eu l'opportunité de développer une amitié et une proximité là, très, très grande. Là. On est arrivé dans cette place-là dans notre vie, un peu dans un moment commun où est-ce qu'on aspirait à de grandes choses, mais on avait une mentalité de mettre beaucoup, beaucoup d'efforts. Fait on s'est comme collés ensemble, puis on a grindé, là, si tu me permets d'anglicisme, pendant plusieurs années. Là. Je te dirais, là, c'est rare qu'on partait les deux avant 10h30 le soir. Là. On était pas mal tout le temps les premiers arrivés, puis on était tout le temps les derniers à partir aussi. Fait en étant proches comme ça, puis en étant dans le même mindset, je te dirais, on a développé une amitié là, assez spéciale. Là. Fait ça a été cool parce que on s'est connus provenant de profils différents, mais après ça, on a monté rapidement ensemble, puis on s'est aidé, puis tu sais, moi je le conseillais, puis quand il y avait des problèmes, puis même vice-versa, on se voyait comme des confidents, on se voyait comme des collègues, on se voyait comme des amis aussi, puis tu sais, moi j'essayais de l'amener dans la perspective parce que Byron a beaucoup de drive, puis des fois, lui il me drivait parce qu'il y avait plus d'énergie que moi, des affaires comme ça aussi, fait qu'on se complétait bien, puis ça a été cool d'avoir quelqu'un comme ça proche de toi pour s'aider dans les moments difficiles, puis je suis content de voir où est-ce qu'on est rendu, puis je suis fier de qu'est-ce qu'on a accompli aussi, là, puis tu sais, c'est pas peu dire là, quand on regarde de où est-ce qu'on est parti. Là. Je sais qu'à l'interne, on le taquine souvent. Je sais pas si nos auditeurs, les fans des Alouettes, le savent, mais Byron Archambault, c'est lui qui a ou qui avait le record pour le plus de répétitions, pardonne-moi l'anglicisme, mon Sam, le bench press au camp d'évaluation. Mais Byron a toujours été, je m'en souviens quand il était à Vanier, je m'en souviens quand il était joueur à l'Université de Montréal, c'était toujours une machine en tant que tel. Peux-tu me parler un peu de sa préparation physique? Tu l'as-tu conseillé? Puis c'était quoi? C'était 32, 31, 34 reps sur le bench? Je m'en souviens pas. Plus que ça, 41. C'était fou, là. C'était 41, c'était fou, là. Ouais, je pense que, il me semble au combine, c'est 41. Puis, tu sais, en entraînement, il a déjà fait plus que ça aussi, là, mais le chiffre officiel, c'est 41 ou 43, là, je me souviens pas exactement. Écoute, je l'ai conseillé, j'étais en train de faire ma formation en ce moment-là aussi, là, quand j'étais joueur, puis on s'entraînait ensemble aussi, mais on a été j'utilise un autre anglicisme, c'est des meatheads ensemble, là, avec une bonne gang, là, avec Anthony Cody, avec Michael Davidson, avec Jess Blanc, Mathieu Girard, tous ces gars-là, Vincent Narbonne aussi, là, qui était un ancien porteur de ballon avec les Carabins. On était dans le gym, puis c'était notre vie, être dans le gym, c'était notre vie, pousser fort, puis collectivement, on s'est amené à un autre niveau aussi. Fait que ça a été vraiment spécial. Mais Byron, je te dirais, avait cette fibre-là qui amenait tout le monde ensemble puis qui faisait en sorte qu'on se dépassait aussi. Fait qu'on a fait des affaires un peu, si tu regardes avec un pas externe, des fois peut-être un peu niaiseuse, peut-être un peu trop. Des fois, on aurait pu peut-être slacker, mais cette mentalité-là a fait en sorte que on s'est rendu où est-ce qu'on est en ce moment aussi, jusqu'à un certain point. Là. C'est pas... Toi, PO, tu devrais savoir le terme, c'est pas développer couché? Un bench press? Oui, quelque chose dans le même, ouais. Ben, tu parles de tout ça, là, avec les Carabins, là, puis c'est des chums pour la vie que tu t'es fait, puis en fait, vous travaillez ensemble avec les Alouettes, mais maintenant, comment tu vois ça, là, avec la Coupe Grey, la conquête, de l'avoir vécu avec ces gars-là, là, les mêmes, là, tu parles de Byron, là, Danny, tout ça, là. Mais PY, c'est incroyable, là. PY, ouais. David Deschamps, qui est le gérant d'équipement aussi, là. Lui aussi, c'est un des gars avec qui j'ai joué. Écoute, encore une fois, là, je vais utiliser la même analogie que j'ai faite en 2014. Là, c'était beaucoup de nouveautés pour nous, mais jusqu'à la parade, je te dirais, là, ça a été vraiment des œillères parce que ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'inconnus aussi. Fait que tu perds un peu la perspective, ce que ça veut dire, mais la parade a vraiment révélé en moi l'ampleur de ça. Là, j'avais pas réalisé ce que ça voulait dire, puis de voir les gens dans la foule, puis de voir la quantité de personnes, puis le support aussi. Puis c'est vraiment là que je l'ai senti, moi, personnellement. J'ai eu des moments d'émotion, j'ai eu des moments de reconnaissance aussi, parce que tu penses à ça, puis je voyais des images dans ma tête de moi qui avait 12 ans, qui était assis dans les estrades, qui allait voir la finale de l'Est au Stade olympique aussi. À ce moment-là, je pouvais pas m'imaginer que j'allais un jour être sur le stage à la Place des Arts, puis d'attendre ma bague, puis d'avoir pouvoir la Coupe Grey avec moi aussi. Fait que tu sais, c'était pas mon objectif de vie de me rendre là, mais je réalise à quel point c'est spécial, puis qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir dire qu'ils ont été champions canadiens. Ouais. C'est drôle parce que, je sais pas toi, Sam, je sais qu'on était dans des autobus différents pendant la parade,
Mais moi, j'ai vécu la même chose. Puis moi, je suis plus à l'externe de l'entourage de l'équipe que toi, PO, mais moi, j'étais à un certain point, c'est le botteur australien Reese Burns qui était à côté de moi, puis il dit, je te vois bien émotif, t'es-tu correct? Je dis, ouais, c'est juste que, tu sais, j'étais dans cette foule-là quand j'avais 12 ans en 2002, puis il faisait tellement frais, puis c'était un rêve que je pensais jamais vivre. Puis c'était tellement un moment émouvant pour moi-même. Donc, je comprends exactement où tu viens. Tu sais, j'avais les larmes aux yeux. Tu sais, la parade, c'est supposé d'être le fun. Puis les gars, ils boivent, ils lancent des canettes de bière du boss. Puis moi, j'étais là, puis j'étais dans mon petit coin, puis j'avais des larmes aux yeux, puis je pleurais. T'avais-tu un moment comme ça où c'est juste moi qui est soft de même? T'avais-tu des moments pleins d'émotions? Ouais. Puis j'en ai encore là, quand je pense, mettons, à la bague, à ce que ça va représenter, à ce leg-là, tu sais. Moi, ce que je trouve cool aussi, c'est, tu sais, ça va faire partie de mes souvenirs, moi, personnels, mais ce token-là, cet item-là va rester dans ma famille longtemps. Puis, tu sais, j'espère que mes petits-enfants, un jour, ou mes petits cousins vont voir cette bague-là qui est dans un étagère, puis là, ils vont poser une question. Puis là, quelqu'un va parler de cette histoire-là aussi. Fait que c'est ça que je trouve cool, en fond, cette espèce de leg-là, cette espèce de permanence. Notre nom qui est sur le trophée, que jamais personne ne va pouvoir enlever, là. Je trouve que ça rajoute quelque chose de spécial encore plus. Ouais. OK, je veux parler un peu plus de ton métier avant qu'on se quitte. Je sais que, tu sais, quand tu fais de la réhabilitation avec un joueur, tu es toujours fier de voir le joueur accomplir, de revenir au jeu et tout ça. Mais y avait-tu une grosse blessure depuis que tu es aux Alouettes, qu'un gars a vraiment travaillé plus fort que la norme pour revenir, puis il a fait un impact, ou peut-être qu'il revient cette année, mais y avait-tu un instant où tu es comme, OK, je suis fier de tout le monde, mais ce gars-là, il a vraiment mis de travail, là. Je te dirais, là, Reggie White, là, il m'a vraiment impressionné. Dans sa progression, puis sa force mentale aussi, là, sa blessure, là, puis tu sais, je veux pas faire peur à personne aussi, mais c'était quelque chose qui était relativement grave dans le fond. Là. Il a vraiment, vraiment eu une grosse blessure au genou. Puis les risques qui se reviennent pas à son plein potentiel sont relativement grands aussi. Mais tu sais, Reggie, je l'ai jamais vu être dans un mauvais espace mental. Il venait tout le temps pareil. Il s'entraînait. Il était de bonne humeur. Il était jamais en train de chialer sur qu'est-ce que j'ai proposé de faire. Puis à la fin de la saison, je te dis, j'aurais été prêt à le voir sur le terrain. C'est sûr qu'il était peut-être pas prêt d'un point de vue clinique, mais quand tu le regardais, c'était quasiment le Reggie qu'on a vu l'année passée, là, qui faisait des catchs impressionnants. Puis qu'il y avait un catch radius là, qui était pas possible aussi. Fait que je dirais que Reggie White, là, ça m'a impressionné. Puis surtout sa force mentale dans tout ça aussi. Ouais, c'est drôle, Sam, parce qu'il y a une couple de semaines, dans le balado anglais, j'avais parlé à Mike Leonello, l'entraîneur des receveurs, puis on s'est parlé de Reggie White. PO, Reggie White, il s'est blessé le match Action de grâce 2022. Ouais. Donc, il a manqué un mois et demi de la saison 2022, de la saison. Tout le 2023. Et moi, à la fin de la saison, Sam, je sais que moi et toi, on était aux pratiques aussi. Mais je pense que des 2 dernières semaines, comme les pratiques des séries éliminatoires PO, c'était comme il a attrapé un ballon ou il a sauté dans les airs, puis j'ai fait comme OK, ce gars-là, est-tu prêt à revenir là? Parce que c'était incroyable. C'était quoi la blessure? Est-ce qu'on l'avait annoncé, la blessure? Si tu peux pas en parler, c'est correct, là? Mais c'était une grosse blessure au genou, là. Ouais, une grosse blessure ligamentaire au genou, exact. Là. Plusieurs ligaments qui sont touchés. Il va-tu être à 100% selon toi pour le début du camp ou est-ce que ça prend un peu plus de temps encore? On le sait-tu? Écoute, je pense qu'on va être relativement prudent là, parce que dans une situation comme ça, t'es jamais trop prudent. Mais de ce qu'on a vu de son état à la fin de la saison, là, je dirais que c'est très, très, très prometteur. OK. Donc, je sais que moi, les partisans des Alouettes, je pense à chaque semaine, à chaque 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me demande Reggie White, reviens-tu? Donc, c'est quand même du positif dans son cas. Good. Le joueur le plus fort que tu as croisé dans le gym, ça serait qui? Écoute, le plus fort, Mondo Sewell, là, je te dirais, là, il est dur à battre. Là. Puis tu sais, je pense qu'il incarne la force brute, naturelle pour lui. Là, tu le regardes puis t'as aucun doute.
Sinon, il y en a d'autres solides. Jamar McCluster, c'en a un autre aussi, qui est vraiment, vraiment impressionnant. Jamar, là, c'est un gros nounours, là, puis pas négativement, dans le fond. Là, Ouais. il est super cool, là. Il est très humble, tout ça. Il se fâche jamais, il est tout le temps de bonne humeur, mais c'en a un autre là, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis il s'agit de le pousser correctement. Puis des fois, il manque de place sur la barre, littéralement, pour les plates dans le gym, tellement il est fort. Ah Je te ouais? montre une vidéo, là, je te dis, des fois, ça n'a pas de bon sens. Là. Et c'est combien qu'il a il- fait que tu as vu? C'est quoi le max qu'il a fait? mais mettons, là, je l'ai vu faire 655 livres au squat cette soir. Hein? Ouais. C'est incroyable. Moi, toi, Ouais. tu connais ma shape un peu, PO. Toi, tu penses que je peux en faire combien sur le squat? Je te donne une rep 225 livres. T'es malade. Jamais. Jamais. Ouais. C'est quoi le plus gros défi, PO, avec l'athlète moderne? Tu sais, moi puis toi, je pense qu'on est dans le début à mi-trentaine. Sam, il n'est pas rendu là encore, mais je pense que, tu sais, il y a un gap d'âge ou de mentalité entre ceux qui ont notre âge puis les gars de 23, 24, 25 ans. C'est quoi le plus grand défi avec les nouveaux venus aux Alouettes, là, les petits jeunes? Je te dirais, là, mon plus grand défi personnellement, là, moi, c'est que je me bats contre la popularité des trends ou Ouais. des trucs, le fun à faire sur les médias sociaux. Puis, tu sais, je parle pas des trends, mettons, de suppléments, des affaires comme ça aussi. Tu sais. Ouais. Dans la culture, mettons, de développement athlétique, il y a beaucoup de jeunes qui vont être portés à aller faire des camps à gauche puis à droite, vont aller passer 2 semaines. Oh, je vais aller faire un camp en Arizona avec un QB, je vais aller à gauche, à droite, mais ce qu'il faut, j'essaie de leur faire comprendre le plus possible, c'est que tu as besoin d'une structure planifiée à long terme. Dans le fond, il faut qu'il y ait une cohésion entre le choix des exercices, le choix des méthodes d'entraînement que tu fais. Il faut qu'il y ait une séquence dans tout ça aussi. C'est dur d'avoir cette organisation-là si tu passes 2 mois ailleurs, puis après ça, c'est plusieurs personnes qui vont concourir à faire un plan collectif, puis s'il n'y a pas de logique dans la sélection-là aussi. C'est pas que individuellement ces composantes-là sont pas bonnes, c'est que quand tu les mets toutes ensemble, il manque de cohésion, puis ça fait en sorte que l'athlète progresse pas de manière optimale. Une dernière, Sam? Là, je reviens un peu à l'alimentation, la nutrition, tu sais, des athlètes et tout ça, mais mettons qu'il y a un jeune joueur qui nous écoute en ce moment puis qui se demande, tu sais, hey, j'aimerais ça améliorer mon plan d'alimentation, qu'est-ce que je dois manger avant la game, pendant ou même après? Tu sais, je suis déjà allé à l'épicerie avec vous autres à un moment donné avant un match, là, puis Sur la route, ouais. hey, c'était fou. Ouais, sur la route, je pense que c'était à Calgary, puis c'était fou, là, l'épicerie que vous avez faite, puis tu sais, c'est de savoir tout ça, d'avoir les connaissances, d'acheter les bons aliments et tout ça, puis je pense que t'as besoin de glucides rapides, t'as besoin, Ouais. tu sais, toutes sortes d'affaires, fait que t'es capable de démêler tout ça, mettons, pour un jeune, là, en résumé? Ouais, je vais y aller plus global au début, là, parce que je te dirais, là, avant d'optimiser vraiment spécifiquement certains points, là, il y a des targets à hit, si tu veux. Là. Les conseils que je peux donner là, de base en nutrition, là, c'est de prioriser les aliments qui sont non transformés. Si tu utilises, puis de manger une variété d'aliments, de fruits et de légumes non transformés. Déjà là, à la base, là, tu vas mettre en toi du carburant de qualité si tu fais ces choix-là aussi. Puis après ça, de jamais faire une pratique alimentaire ou un régime alimentaire qui va couper un des macronutriments. Tu as besoin des protéines, tu as besoin des produits, des lipides, tu as besoin des glucides aussi pour fonctionner. Fait que tu as besoin de ces trois choses-là, c'est systématique. Si quelqu'un qui dit que tu n'as pas besoin d'un des trois, écoute-le pas parce que tu vas manquer de nutriments pour ta nutrition. Maintenant, pour la pratique sportive, les glucides, définitivement, tu frappes un point qui est majoritaire, tu as besoin de glucides intra-effort. C'est sûr que ça va dépendre de la durée et de l'intensité qui va déterminer la quantité de glucides que tu as besoin, mais en général, ton dernier repas plus exhaustif devrait être à peu près 4 heures avant la pratique de ton sport, avant le match. Puis on parle pas d'un repas qui est très, très copieux, là. Avec un petit peu de protéines pour s'assurer qu'il y a une satiété, ou que tu contrôles ta faim sur une durée un peu plus longue aussi. D'avoir des glucides rapides pour qu'ils puissent facilement être accessibles dans ton sang. Puis après ça, une fois que tu es très, très proche de l'effort, mais c'est des collations à prendre, c'est faible en protéines, faible en gras, haut en glucides. Puis pendant l'effort, que ce soit sous forme de boissons sportives, des glucides lipides, ou des en gel ou des fruits, tu veux en prendre de manière relativement constante pour un sport d'intensité comme le foot de terrain qui dure à peu près 3 heures, un match, là, tu peux aller jusqu'à 30 à 60 grammes de glucides à l'heure. Fait que si tu te fies avec ces affaires-là, avec ces quantités-là, là, tu devrais être tu vas faire en sorte que tu as assez d'énergie pour performer pour le match au complet.
Cool. Évidemment, t'es en très bonne shape, clairement, là. Préparateur physique, il faut qu'il soit. Mais, dernière question pour moi, cheat day idéal. OK, cheat day idéal, on a un sac de chips Miss Vicky's Spicy Pickle. I like that. C'est bon, ça? Ouais, avec une double IPA. Puis après ça, on a un steak frites, un ribeye de 12 onces, puis une salade César. Cuisson? Saignant. Saignant! Intéressant, ouais, ça. ouais, Ça, c'est pour mes Gloucester ou. Non, c'est pour moi, ça. Ok, c'est toi, t'as. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps, PO. Les histoires étaient drôles. Moi, écoute, si je peux pas publier la photo de Danny avec les cheerleaders, j'aimerais au moins la voir. Pas l'avoir dans mon téléphone parce que je me fais pas confiance avec cette photo-là, mais j'aimerais voir la photo sur ton cell si possible. Puis peut-être qu'on le met à l'encan, là. Tu sais, peut-être on peut l'envoyer à quelqu'un s'il nous paye un bon montant. C'est bon, je vais y penser. Je vais y penser puis je viendrai te voir à ton bureau demain. Merci encore une fois à PO Bro. Là, Sam, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis prêt à voir la photo d'Danny Machocha qui se fait lever dans les airs par les cheerleaders. Là. Je pense qu'il faut que je vois la photo avant que j'y croie. Ouais, pareillement, là, ça me fait penser à l'histoire de Fred Chagnon, là, qui disait, je connais Céline Dion, elle a déjà fait une vidéo pour moi, puis j'étais comme, ouais. Puis il nous l'a montré, puis là, j'y crois. Ouais. Là, je le crois. Fait Ça, que là, on va voir. Même moi, j'ai vu cette vidéo-là avant un voyage. On était à l'aéroport, Ouais. puis il me l'a montré une fois, puis j'ai dit, si jamais on met ça sur les réseaux sociaux, je pense qu'on casse l'Internet, là. Absolument. Je pense que cette photo-là, ça va être pas mal la même chose. C'est c'est ça, c'est du contenu non public qui est vraiment déjà viral, mais ouais, qui est viral hors public. Absolument. Écoute, avant qu'on finisse le balado, mon Sam, je veux juste te souhaiter bonnes vacances parce que pour les prochaines semaines, tu vas tomber en vacances. C'est très, très bien mérité, évidemment. Tu as fait du gros travail tout au long de la saison et de la saison morte. Donc, pour les prochaines semaines, avant le camp d'entraînement, je vais être sans co-animateur. En fait, on va continuer de faire un balado. On va continuer d'avoir des invités très intéressants. Mais Sam sera pas là, slacker. Mais quand même... non, mais sérieusement, Sam, t'as fait du gros travail cette année. T'as pas compté les heures. Puis tu le mérites. Je suis un peu blessé que tu m'aies pas invité à tes vacances. Je pensais qu'on était des brothers for life, là qu'on est champions ensemble. Mais je comprends, je pensais qu'on avait une relation différente qu'on a. Mais c'est correct, tu veux une relation professionnelle seulement, je respecte ça. Parle pas personnel, mais tu sais, on voyage tout au long de la saison ensemble, dans le pays. Je crois que tu sais, j'ai droit à mes vacances sans Joey. Hey, on va être content de se retrouver, hein. On va s'ennuyer, puis après ça, on va dire, hey, je suis content, j'ai plein de choses à te conter. Ouais. Mais fais attention, parce que peut-être que je vais trouver le temps, tu sais, je vais trouver ça full intéressant de travailler sans toi. Ah, c'est ça. Je serais pas content de te revoir, là. C'est un couteau à double tranchant. Non, mais sérieusement, Sam, je suis content pour toi. Je suis content que tu tombes en vacances. Puis, bonnes vacances. Puis, on va se recroiser sur les balados au camp d'entraînement au mois de mai, j'imagine. Absolument. On s'en va au camp. Alright, mon chum. Prends soin de toi. Est-ce que tu peux juste dire, si tu vas pas travailler les prochaines semaines, tu peux-tu au moins dire comment le monde peut s'abonner au balado, où ils peuvent trouver le balado, puis demande au monde de nous laisser un rating positif. Là. Vas-y. Mais là, je vois et je remarque que les abonnements et les écoutes sur Spotify augmentent. Donc, je pense que les gens sur Spotify sont vraiment à l'écoute. Donc, continuez de nous suivre là-dessus. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos enfants. YouTube, on est là-dessus aussi. Tu sais, des fois, c'est le fun, l'environnement YouTube. Moi, je suis tout le temps là-dessus. Tu plugues ça après ça sur la télé, tu castes ça, c'est facile. On est sur Apple aussi, Apple Podcast.
Donc, Google et tout ça. Donc, vous pouvez nous suivre partout. Télécharger l'épisode si vous voulez économiser vos données. Vous pouvez télécharger les épisodes aussi. Fait que, podcast Alouette de Montréal. Et faites pas comme Sam. Soyez avec nous la semaine prochaine. OK, tout le monde? Merci pour le temps. Mon Sam, je vais penser à toi tous les soirs avant de me coucher, avant de me fermer les yeux. Je vais penser à toi, mon chum. Puis j'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est-tu bizarre, ça, man? Que je pense à toi. Ouais, c'est un peu bizarre, là. Tu veux vraiment voir la photo de Danny, puis tu veux penser à moi. Ouais. Ça commence à être bizarre, là. Je pense que ça s'étire un peu. OK, on va finir ça là. Merci tout le monde. On se recroise la semaine prochaine. Merci, Sam.